Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'étude du droit de la fonction publique congolaise appelle, avant tout développement, des précisions sur la notion de fonction publique et sur la spécificité congolaise en matière de fonction publique. Le terme de fonction publique s'accommode de diverses définitions selon que l'on le considère du point de vue formel, organique ou matériel. Il s'agira tantôt de l'activité qui consiste à collaborer à titre permanent à la marche de l'administration. On parlera des fonctions publiques, tantôt de l'ensemble des agents publics ayant la qualité de fonctionnaires et du régime juridique qui leur est applicable. Il s'agira alors de fonctions publiques ou de fonctions publiques dans des pays comme la France où existent 3 fonctions publiques. Dans le cadre de cette étude, nous ferons nôtre la deuxième conception. 3. La fonction publique qui réunit l'élément organique et la spécificité du droit applicable aux fonctionnaires, conduit à la distinction traditionnelle de fonction publique de carrière et de fonction publique d'emploi. La fonction publique de carrière, qualifiée de fermée, parce que n'autorisant pas ou limitant fortement les possibilités d'échange avec l'extérieur, se rencontre dans les pays d'Europe occidentale et repose sur la carrière entendue comme l'élément de stabilité et de permanence, qui se traduit par un système d'emploi organisé, une progression régulière des avantages divers et la certitude d'une retraite rémunérée. Une véritable assurance vie entière particulièrement séduisante. 2. Le concours, comme seul moyen de garantir l'égal accès aux emplois publics. Le statut, qui précise les obligations du fonctionnaire, sujétion constitutive d'une déontologie spécifique en contrepartie desquelles l'État employeur lui reconnaît un certain nombre de droits. À l'inverse, le système de fonction publique d'emploi dit ouvert permet, malgré la spécialisation des tâches, une certaine mobilité d'un emploi à un autre. Le système américain de fonction publique est représentatif de ce type de fonction publique. Pour les Américains, l'égalitarisme démocratique et les impératifs de développement, conséquence des guerres d'indépendance qui exigeaient la mobilisation des énergies de tous, ne pouvait s'accommoder que d'une fonction publique ouverte sur le monde extérieur et devant évoluer au rythme de la société. Ce rejet du système du colonisateur anglais a conduit à l'adoption du merit system et à la désaffection des fonctions publiques se traduisant par des effectifs réduits. Comme le relève Lamarck. Il n'existe pas aux États-Unis de corps de fonctionnaires analogues à ceux de l'administration française. Recruté pour occuper un poste déterminé, le fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une promotion qu'en présentant un nouveau concours pour un poste de rang supérieur. La promotion est donc étroitement liée au recrutement, elle consiste en une démission suivie d'une réembauche. Dès lors, seuls les individus disposés à présenter périodiquement les concours peuvent envisager de rester au service de l'État. 3. 4. Cette classification des fonctions publiques, commode dans la plupart des cas pour l'enseignement au moment du pouvoir discrétionnaire de l'administration et du spoil system, est largement dépassée aujourd'hui. En effet, en Amérique, l'idée d'un civil service aux fonctions publiques changeant de titulaire au gré des majorités, sans droits acquis ni protection juridique des fonctionnaires, a connu de réelles évolutions. Des mutations sont aussi observées dans le système de carrière à travers la participation de plus en plus grande des personnels à la gestion de la fonction publique, à travers les divers comités techniques et commissions administratives paritaires. De même est perceptible le rapprochement progressif de la condition des fonctionnaires de celle des salariés privés, à mesure que les premiers se voyaient reconnaître des droits qui leur étaient jusque-là refusés, comme le droit syndical et le droit de grève, et que les seconds obtenaient de leur côté des avantages sociaux jusque-là réservés aux agents de l'État. Actuellement, la différence se situe plutôt entre une fonction publique bureaucratique, déconnectée de la société qu'elle est censée organiser et servir, et une fonction publique qui met l'accent sur les résultats, l'efficience, l'efficacité de l'action administrative, la capacité de réponse de l'administration aux attentes de la société par un usage avisé du pouvoir discrétionnaire. 4. 5. 5. Au moment de son accession à l'indépendance en 1960, le Congo avait le choix entre les 2 logiques ci-dessus. État successeur, il opte tout naturellement pour le maintien du système mis en place par le colonisateur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Pouvait-il en être autrement si ce mimétisme administratif était perçu par les nouveaux dirigeants comme la marque de leur maturité politique, en même temps qu'il garantissait le standing international du nouvel État? Au demeurant, n'était-ce pas le seul système avec lequel il s'était longtemps familiarisé? En effet, la participation des peuples colonisés à la libération de la mère patrie avait contraint l'État français à une nouvelle approche de sa politique coloniale. La politique d'émancipation entreprise visera à associer étroitement les populations d'outre-mer à la gestion de leurs propres affaires. La loi cadre des Fers 6, qui matérialise cette évolution, aura entre autres conséquences la création des services publics territoriaux et surtout, la mise en œuvre d'une politique de formation de cadres autochtones et corrélativement, une réglementation autonome de la fonction publique d'outre-mer. Cette réglementation autonome devait se conformer à la philosophie du pacte colonial, comme le relève si justement Dardoux. L'ancienne administration coloniale ne ressemblait nullement au modèle bureaucratique de type jacobin, les nouveaux États africains n'héritant en fait que d'un modèle administratif largement bricolé par le colonisateur, au gré des impératifs de la conquête, de la gestion du quotidien et du maintien de l'ordre. En outre, si les structures sont imitées, les conceptions et les missions entretenues par les agents restent quant à elles largement différenciées du modèle weberien et génératrices à ce titre non seulement une culture bureaucratique originale, mais aussi d'une forme particulière d'articulation du modèle administratif à la société réceptrice 7. Dans le cadre de cette réorganisation, les assemblées territoriales seront investies d'un pouvoir législatif secondaire d'attribution leur permettant de prendre des règlements territoriaux autonomes, abrogeant ou modifiant les lois en vigueur, notamment le statut général des agents des cadres territoriaux. C'est en application de cette réglementation que l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo, en sa séance du 14 août 1957, a pris la délibération 42-57e portant statut général des fonctionnaires des cadres du territoire du Moyen-Congo. Cette délibération, promulguée dans le contexte tel que précisé ci-dessus, organise tout naturellement le système de fonction publique de carrière. 6. L'indépendance n'apportera pas de bouleversement notable au dispositif organisé en 1957. Les seules innovations apportées par les lois numéro 0259 du 9 janvier 1959 et numéro 261 du 11 janvier 1961 n'ont consisté qu'à adapter le système aux nouvelles évolutions politiques, notamment en l'expurgeant du caractère discriminatoire imposait la logique coloniale, et en gommant du statut général du 3 février 1962, les termes inadaptés au contexte post-colonial. 7. Toutefois, cet héritage sera gravement compromis sinon totalement rejeté sitôt après l'indépendance, avec l'adoption d'un régime parlementaire s'appuyant sur un parti unique, l'immixtion des militaires dans la vie politique nationale, et l'expérimentation de la gestion soviétique de l'État par le Parti congolais du travail, parti unique marxiste-léniniste. Ces expériences successives, parfois concomitantes, ont fortement ébranlé le régime de la fonction publique en donnant naissance à un amalgame juridique au sein duquel les éléments fondamentaux du système de carrière, l'organisation bureaucratique de la fonction publique et la stabilité de l'emploi, ont néanmoins résisté et perdurent. Parallèlement, le système de mérite et la neutralité de la fonction publique ont été largement entamés. En 4 décennies d'indépendance, par une politisation minutieuse, la fonction publique est devenue le refuge et le tremplin d'une clientèle politique régionale, tribale et clanique, constituée majoritairement des cas sociaux propulsés dans les hautes sphères de l'État, sans vocation, ni compétence, ni conscience professionnelle et pour lesquels l'intérêt général, le sens de l'État, le devoir d'intégrité sont devenus des concepts sans contenu. L'absentéisme, l'irresponsabilité, la corruption, la concussion, le non-respect du bien public, l'impunité sont érigés au rang de vertu. Telle est la fonction publique que nous nous proposons d'étudier. 8. Il est clair que dans un tel contexte de dysfonctionnement généralisé de l'administration, une réflexion approfondie sur la fonction publique est non seulement souhaitable mais nécessaire. Cette étude, pour qu'elle soit complète, doit être le résultat d'apports de diverses compétences, économistes, juristes, sociologues, politologues, littéraires, managers, etc. Ce n'est malheureusement pas le cas. La présente étude est essentiellement juridique.
Nous l'articulerons autour de 5 chapitres consacrés respectivement aux membres de la fonction publique, chapitre 1, aux sources du droit de la fonction publique, chapitre 2, aux institutions de la fonction publique, chapitre 3, à la vie professionnelle des agents de la fonction publique, chapitre 4, à leurs droits et obligations, chapitre 5. Chapitre 1, les membres de la fonction publique. 9. Le personnel de l'administration est, au point de vue juridique, très hétérogène. Les fonctionnaires publics constituent la partie la plus importante de ce personnel, mais ils n'en constituent qu'une catégorie. La fonction publique stricto sensu, c'est-à-dire le statut de fonctionnaire proprement dit, constitue un bloc assez rigide de règles de droit public qui respectent théoriquement le maximum de ce que peuvent être les exigences et les garanties pour ceux qui contribuent à l'exécution du service public. Il n'apparaît point nécessaire que ce régime particulier soit appliqué intégralement à toutes les personnes dont l'administration utilise les services. Il n'est pas non plus nécessaire ni opportun que toutes les personnes qu'emploie l'administration soient soumises à un régime unique de droit public, un statut de droit privé pouvant mieux convenir pour certaines d'entre elles. On retrouve ici, pour le personnel de l'administration comme pour les contrats de l'administration, l'application de cette idée générale que l'administration n'utilise pas toujours les procédés de droit public et qu'il existe dans la plupart des domaines d'activité de l'administration un secteur de droit public à côté d'un secteur relevant du droit privé, les premiers étant gérés par des agents publics. À l'intérieur de la catégorie des agents publics apparaît une seconde distinction entre les agents publics non fonctionnaires et les fonctionnaires publics, ces derniers étant soumis à un régime juridique de droit public spécialement organisé sur la base des textes statutaires. Contrairement aux statuts généraux de 1957 et 1962 qui respectaient globalement ces catégorisations, la loi n° 02189 du 14 novembre 1989 portant révision du statut général de la fonction publique répartit les composants de la fonction publique en 2 groupes en se basant sur le critère de titularisation. Les fonctionnaires et les non-titulaires. Nous retiendrons cette distinction dans la suite de nos développements. Section 1. Les fonctionnaires. 10. Pour l'homme de la rue. Le vocable de fonctionnaire désigne tous ceux qui sont au service de l'État et sont payés par l'État. Quant à la fonction publique, elle se confond avec l'État lui-même. Il est donc nécessaire d'abandonner cette approche non juridique, pour préciser les critères de définition des fonctionnaires et la nature juridique de sa situation. Paragraphe 1. Critères de définition. 11. Le terme de fonctionnaire a souvent été source de polémique quant à l'élément déterminant de définition. En France, d'où nous avons hérité toute la construction juridique en la matière, la notion a connu plusieurs acceptations suivant les époques et selon qu'il s'agit de la jurisprudence, de la doctrine ou du droit positif. Pour les juridictions judiciaires, l'expression fonctionnaire public regroupe tous les citoyens revêtus à un degré quelconque, de la puissance publique ou investis d'un mandat public électif ou non. La juridiction administrative, se basant sur l'autonomie du droit administratif, se rattache à une triple notion tenant au service public, appartenance durable de l'agent au cadre d'une administration, nomination à un emploi permanent, rémunération sur des crédits budgétaires. 12. Au Congo, la notion a connu elle aussi plusieurs acceptations. La délibération numéro 4257 du 14 août 1957 portant statut général des fonctionnaires des cadres moyens Congo, et la loi numéro 1562 du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires de la République du Congo ont adopté la définition restrictive mais précise des statuts français, notamment la loi du 19 octobre 1946 et l'ordonnance du 4 février 1959. Il ne pouvait en être autrement quand on sait que les statuts congolais ne sont que des répliques du statut français. Selon ces textes, sont considérés comme fonctionnaires les personnes qui, nommées dans un emploi permanent des cadres des administrations, services et établissements publics de l'État, ont été titularisées dans ces cadres. 13. La Charte du Mouvement national de la Révolution, MNR, se référant à la notion de travailleur de l'administration dans les pays socialistes, soumet l'ensemble du personnel de l'appareil d'État 8 au statut de la fonction publique et définit le fonctionnaire comme tout salarié pris en charge par une collectivité productive organisée 9.
Cette nouvelle conception du fonctionnaire est reprise dans la loi numéro 0182 du 7 janvier 1982 sur les règles disciplinaires applicables aux agents de l'État. Le vocable agent de l'État englobe les personnels de l'appareil d'État, administration générale et financière, administration technique et sociale, administration militaire, administration judiciaire, 10, et les salariés des entreprises d'État. 14. La loi numéro 02189 du 14 novembre 1989, quoique promulguée sous le régime marxiste-léniniste, abandonne cette approche non juridique du fonctionnaire et de la fonction publique, pour retenir les critères fondamentaux de définition du fonctionnaire que sont la nature publique de l'employeur, la permanence de l'emploi et la titularisation dans un grade de la hiérarchie des corps. La nature publique de l'employeur. 15. Elle est la condition nécessaire, quoique non suffisante, pour qualifier le fonctionnaire. Celui-ci est employé par une personne de droit public, État, collectivité locale et établissement public. Cet élément organique exclut de la qualité de fonctionnaire tout salarié d'une personne ou d'un organisme de droit privé. Il implique aussi, d'une part, que le statut des fonctionnaires relève du droit administratif. D'autre part que ces fonctions comportent à des degrés divers la mise en œuvre de la puissance publique et de ses prérogatives. Ces prérogatives qui lui permettent de contraindre ses concitoyens ou de leur imposer certaines charges lui confèrent des droits en même temps qu'elles le soumettent à des obligations. Enfin, parce qu'il participe à la puissance publique, le fonctionnaire voit ses libertés de simple citoyen limitées par l'obéissance hiérarchique et le droit disciplinaire, confère numéro 498 et 523. La permanence de l'emploi et son occupation. 16. La permanence constitue l'autre critère de définition du fonctionnaire. Elle concerne non seulement l'emploi occupé, mais aussi l'occupation de cet emploi. Dès lors, pour qu'un agent ait la qualité de fonctionnaire, il faut qu'il occupe à titre permanent un emploi lui-même permanent. L'exigence de la permanence conduit à exclure de la catégorie des fonctionnaires, outre les collaborateurs extérieurs à l'administration, personnel requis, collaborateurs occasionnels, les agents intérimaires ou temporaires, les stagiaires et les auxiliaires. La titularisation dans une hiérarchie administrative. 17. Dans l'administration est souvent organisé un appareil hiérarchisé qui repose sur la notion de corps substitué à une époque à celle de cadre. C'est l'intégration dans la hiérarchie d'un corps au moyen de la titularisation, qui confère la qualité de fonctionnaire. Cette notion de titularisation ou d'intégration dans un corps permet de différencier une partie importante du personnel non fonctionnaire, dénommé agent non titulaire. Paragraphe 2. Nature juridique de la situation du fonctionnaire. 18. Le problème de la nature juridique de la situation du fonctionnaire a donné lieu à une des controverses des plus classiques du droit administratif. Certains auteurs ont cru bon, pour résoudre le problème, de distinguer les fonctionnaires d'autorité des fonctionnaires de gestion selon que les compétences s'étendaient aux actes dits d'autorité et de puissance publique ou à ceux de simple gestion. Les premiers seraient dans une situation légale et de droit public, les seconds dans une situation contractuelle de droit privé analogue à celle des employés du secteur privé. Cette distinction, que l'on retrouve à l'origine de plusieurs systèmes étrangers, a été abandonnée en même temps que celle qui servait de support aux actes d'autorité et de gestion. Il reste qu'elle inspire aujourd'hui la jurisprudence communautaire et à ce titre, reste d'actualité. Les statuts généraux de 1957 et 1962 ainsi que la loi 02189 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général précisent que le fonctionnaire est vis-à-vis de l'État ou de l'établissement public administratif ou de la collectivité locale qui l'emploie dans une situation statutaire et réglementaire. 11. Cette situation légale et statutaire emporte plusieurs conséquences dont 4 retiennent particulièrement l'attention. L'exclusion des arrangements particuliers, l'absence des droits acquis, l'intervention du juge administratif, la soumission à des obligations. L'exclusion des arrangements particuliers. 19. La situation du fonctionnaire est générale, elle est la même pour tous les agents du même ordre. Elle peut être modifiée par la loi ou le règlement. En faisant acte de candidature, le postulant à la fonction publique accepte globalement le statut de fonctionnaire dont il est investi par une décision unilatérale de l'administration, sa nomination.
Le fonctionnaire ne peut donc discuter la situation qui lui est faite. Cette situation est uniforme pour tous les agents occupant un même emploi, et aucune convention particulière ne saurait la modifier au profit d'un agent déterminé. En cours de carrière, tous les agents d'une même catégorie d'emploi sont soumis aux mêmes règles et conditions sans clause particulière ni discrimination tenant au sexe, à la tribu, à la région, à la religion, à la nationalité ou à la situation de famille. Le statut s'impose uniformément à tous tel qu'il est. Il ne peut être ni modifié, ni aménagé ni complété par des mesures particulières qui n'auraient pas, par définition, un caractère statutaire. L'absence de droit acquis au maintien du contenu des dispositions statutaires. 20. La situation du fonctionnaire peut être modifiée unilatéralement par l'administration en fonction des besoins du service ou du trésor public, sans que le fonctionnaire puisse invoquer des droits acquis. Cette mutabilité des dispositions statutaires s'inscrit dans le principe de l'adaptation constante des services publics. Elle est l'application des formules jurisprudentielles selon lesquelles l'autorité compétente peut, dans le respect des normes supérieures et pour l'intérêt des services, y fixer et modifier librement les dispositions réglementaires qui régissent les agents publics même contractuels, et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération. Les droits aux avantages résultant pour les fonctionnaires d'une réglementation sont subordonnés au maintien de cette réglementation. Les fonctionnaires ne peuvent invoquer aucun droit acquis au maintien de leur statut, lequel peut être modifié à tout moment. Ces formules ne sont que l'application au texte de la fonction publique du principe de mutabilité des textes législatifs et réglementaires. Lorsque les modifications affectent les éléments du statut édictés par voie de décret, on est en présence de dispositions administratives modifiées par des dispositions nouvelles. Celles-ci sont soumises au régime juridique des actes administratifs réglementaires, et ne peuvent, ni porter atteinte à un élément législatif du statut ni avoir un caractère rétroactif sauf dans l'hypothèse où la loi l'aurait autorisé. Toutefois, si l'autorité administrative, faisant application des lois et règlements, prend une décision individuelle de nomination, de titularisation, de promotion, d'octroi de congé ou d'une mise dans une position quelconque en faveur d'un fonctionnaire, l'intéressé acquiert des droits devenus définitifs sauf s'il s'agissait d'une mesure de faveur. L'intervention du juge administratif en cas de litige. 21. Le fonctionnaire peut se référer soit au juge du recours pour excès de pouvoir soit au juge des contrats en cas de litige avec l'administration, V numéro 550 et suivre. La soumission du fonctionnaire à des obligations. 22. La situation statutaire et réglementaire du fonctionnaire imprègne toute sa vie professionnelle en même temps qu'il le soumet à des suggestions particulières, notamment l'obligation de servir l'État et rien que l'État, en contrepartie desquels lui sont reconnus divers droits et avantages, v. Chap. V. Section 2. Les agents non titulaires. 23. Sous le vocable d'agents non titulaires, on pense tout naturellement aux agents de la fonction publique qui, faute d'être titularisés dans un corps, n'ont pas la qualité de fonctionnaire. À l'origine personnel d'appoint, ce qui justifiait leur qualification d'auxiliaire, ce personnel représente aujourd'hui une partie importante des effectifs de la fonction publique en même temps qu'une catégorie d'agents des plus hétéroclites. Il se compose notamment des contractuels au sens étroit du terme, recrutés par contrat, environ 9000 agents en 1996, des décisionnaires subdivisés en temporaires, recrutés à titre précaire et essentiellement révocables, et de vacataires qui, comme leur nom l'indique, sont rémunérés à la vacation. Il reste que le statut général réduit ce terme aux seuls stagiaires et contractuels. Paragraphe 1. Les stagiaires. 24. Autrefois appelés élèves fonctionnaires. Délibération numéro 4257 du 14-8-1957. Les stagiaires sont des agents qui, ayant été nommés à un emploi administratif, n'ont pas le bénéfice d'un grade donnant vocation définitive à occuper cet emploi. Cette définition du stagiaire s'inspire de celle dégagée par le décret du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'État, pour qui les stagiaires sont des agents qui ont été nommés dans un emploi permanent, mais dont la titularisation dans un grade donnant vocation définitive à occuper cet emploi n'a pas été prononcée. 12. 25.
la titularisation dans un grade ne peut intervenir qu'à l'issue d'un stage probatoire d'une durée d'1 an à compter du jour de la prise d'effet de leur nomination dans l'administration 13. À l'expiration de cette période de stage, le stagiaire est, par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du ministre intéressé et après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit titularisé, soit autorisé à effectuer un nouveau stage d'1 an à l'issue duquel il est, dans les mêmes conditions de forme, soit titularisé, soit congédié. 26. À côté de ces stagiaires dits de droit commun, existe une catégorie de stagiaires dits par détermination de la loi. Il s'agit notamment des élèves des grandes écoles et instituts de formation. École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, École normale supérieure, INS, Institut supérieur de gestion, ISG, l'Institut supérieur d'éducation physique et sportive, ISEPS, École nationale supérieure polytechnique, ENSP. Ces stagiaires sont dispensés de la période de stage probatoire. Ils sont titularisés dès leur sortie des écoles de formation. Pendant leur formation, ceux destinés aux services sociaux signent un engagement par lequel ils s'engagent à servir dans l'administration pendant 10 ans, faute de quoi ils doivent rembourser les frais occasionnés par leur formation. 27. Le stagiaire ayant vocation à titularisation est, comme le fonctionnaire, dans une situation légale et statutaire à la condition qu'aucun texte particulier l'excluant du statut général et qu'il s'agisse des dispositions compatibles avec la qualité de stagiaire. Ces réserves admises, le stagiaire est soumis à toutes les obligations statutaires et aux grands principes qui régissent la fonction publique. Obligation de servir, d'accomplir un service effectif, obligation hiérarchique, secret professionnel, discrétion, désintéressement, etc. Le fonctionnaire stagiaire, comme le fonctionnaire confirmé, est passible des sanctions disciplinaires, notamment l'avertissement, le blâme, l'exclusion de la fonction publique pour une durée n'excédant pas 1 mois avec perte de toute rémunération à l'exclusion des prestations familiales. En contrepartie, il bénéficie des dispositions statutaires notamment en ce qui concerne le traitement et le bénéfice du congé annuel. Paragraphe 2. Les contractuels. 28. Plusieurs raisons expliquent le recours aux contractuels. D'abord, la rigidité des règles budgétaires qui, en fixant année par année le nombre d'emplois de fonctionnaires sans considération de l'évolution des besoins, empêche une véritable gestion prévisionnelle des corps. Ensuite, les caractéristiques de certains emplois rendent souhaitable voire nécessaire de recourir à des agents non titulaires pour le bon fonctionnement des services. C'est le cas des emplois temporaires, des emplois ou des tâches nécessitant une durée d'emploi limitée, qu'il s'agisse d'emplois comportant un service journalier à temps partiel, de l'exécution de travaux exceptionnels ou de remplacement de fonctionnaires momentanément empêchés d'exercer leurs fonctions. Le recours aux contractuels se justifie encore par l'absence de fonctionnaires immédiatement aptes à assurer certaines fonctions. Processus d'introduction de l'informatique dans l'administration. Certains emplois présentant un caractère technique et spécifique tels qu'ils ne correspondent pas, même de loin, à la vocation d'un corps de fonctionnaires, peuvent nécessiter le recours à des auxiliaires. La catégorie des agents non titulaires permet enfin au gouvernement de recruter, dans la fonction publique, des nationaux arrivés tardivement sur le marché de l'emploi, plus de 30 ans pour les catégories 2 et 3 et plus de 35 ans pour la catégorie I. 29. Les catégories des personnes susceptibles d'être recrutées par un contrat sont, selon le statut général, les agents de nationalités étrangères, les agents destinés à occuper soit les emplois dits réservés, soit les emplois auxquels aucun corps ne donne accès à condition que, dans les deux cas, les postulants n'appartiennent pas à un corps de la fonction publique. Les agents des catégories inférieures à la catégorie I, certains enseignants de l'université et certains médecins dans le cadre de leur statut particulier. 30. L'agent contractuel est recruté pour occuper un poste de travail précisément désigné. Tous les agents contractuels des catégories 1 à 2 et 3 sont recrutés, après avis du ministre chargé de la fonction publique, par le ministre, le chef de la collectivité locale ou de l'établissement public administratif sous l'autorité duquel ils auront à servir. Ceux de la catégorie 3 peuvent être recrutés sans l'avis du ministre chargé de la fonction publique, par le chef d'établissement dans la mesure des postes budgétaires disponibles. Les contrats. 31. Les contrats sont à durée déterminée. Celle-ci ne peut excéder 2 ans. La clause de tacite reconduction est interdite.
Cependant, tout contrat arrivé à son terme doit être renouvelé sauf cas de suppression de poste de travail, d'annulation du poste budgétaire ou de transfert du poste budgétaire dans un autre établissement. Le contrat n'est pas non plus renouvelé lorsque l'agent contractuel a été inscrit 2 années de suite sur la liste des agents dont les performances ont été jugées les moins satisfaisantes, ou lorsque le total des périodes de congé de maladie a atteint 25% de la durée pour laquelle le contrat a été conclu. En outre, toute exclusion prononcée pour une durée égale ou supérieure à 1 mois empêche le renouvellement du contrat. Enfin, le contrat est résilié de plein droit en cas de mobilisation de l'agent. Il est suspendu par moralité pendant la période d'incorporation de celui-ci dans une formation militaire nationale, pour accomplir le temps de service légal. 32. Des mécanismes de préservation des droits du contractuel sont prévus dans les 4 cas de résiliation du contrat ci-après. Cas de non-renouvellement de contrat intervenu hors procédure et délai. Il constitue un cas de rupture abusive du contrat par l'administration et, de ce fait, il ouvre droit à une indemnisation dont le montant est égal à 6 mois de salaire indiciaire. Cas d'absence de notification de renouvellement de contrat. La décision de renouvellement ou de non-renouvellement du contrat doit être notifiée à l'agent, à son poste de travail, avant l'échéance des 11/12e de la durée d'exécution du contrat. En l'absence de notification de renouvellement, le contrat prend fin à la date prévue pour son échéance. Sans préjudice des indemnisations pour rupture abusive, l'agent non titulaire perçoit, pendant la période allant de la date d'expiration du contrat à la date d'échéance d'un délai égal au 1/12e de la durée d'exécution du contrat, une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant cette période si son contrat avait été renouvelé. Cas de résiliation de contrat consécutif aux périodes de congé maladie. L'agent perçoit une indemnité mensuelle égale à la rémunération liée à son grade jusqu'à la date initialement prévue pour l'expiration du contrat. Cas de résiliation de contrat de plein droit. En cas de suppression de poste de travail, d'annulation de poste budgétaire ou de transfert de poste budgétaire dans un autre établissement, l'agent non titulaire perçoit une indemnité dont le montant est égal à la rémunération qu'il aurait perçue à compter de sa date de licenciement si l'exécution de son contrat s'était poursuivie jusqu'à son terme. Tous ces particularismes tenant du contrat étant écartés, il s'établit une sorte de droit commun de la fonction publique qui rapproche l'agent contractuel du fonctionnaire, mieux le titulaire du non-titulaire. 2. Droit commun des agents de la fonction publique. 33. L'agent contractuel doit toute son activité à l'administration. Article 20 de la Convention collective du 1er septembre 1960. Ainsi, il lui est interdit d'exercer en dehors de son travail une activité lucrative à caractère professionnel, de divulguer ou d'utiliser à son profit ou au profit d'un tiers des renseignements acquis à l'occasion de ses fonctions. De même, il ne peut s'opposer à la modification de sa situation dans l'intérêt et pour les besoins du service, mutabilité de service. Comme pour les fonctionnaires, il s'agit de l'application de la formule jurisprudentielle selon laquelle l'autorité administrative compétente peut, dans le respect des normes supérieures ou pour l'intérêt du service, fixer et modifier librement les dispositions réglementaires qui régissent les agents des services publics, même les contractuels, et notamment celles relatives aux conditions de leur rémunération. Autrement dit, ces agents n'ont pas droit au maintien des dispositions en vigueur lors de leur engagement, y compris celles relatives à leur rémunération, et qu'ils doivent au contraire bénéficier des nouvelles dispositions plus favorables ou moins favorables applicables de plein droit au contrat en cours. 34. Les agents non titulaires bénéficient aussi des mêmes droits et garanties que les fonctionnaires, et sont assujettis aux mêmes obligations. 14. La carrière du contractuel est essentiellement une carrière à structure linéaire. L'agent contractuel ne peut donc être ni détaché, ni mis en disponibilité. Il ne peut faire l'objet ni d'un changement d'affectation ni d'une mutation. Il ne peut prétendre qu'au congé administratif, de maternité, de maladie pour examen, d'éducation ouvrière et au congé exceptionnel. Les agents non titulaires de nationalité congolaise sont rémunérés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires relevant du corps donnant accès à un emploi qu'ils exercent. Enfin, l'agent non titulaire reste régi par le contrat qui le lie à la personne morale utilisatrice,
dans la mesure des dispositions statutaires qui lui sont applicables. 15. Il est licenciable pour cause de suppression d'emploi ou pour insuffisance professionnelle dans le respect des dispositions en vigueur en matière de licenciement. 35. La vie professionnelle des agents non titulaires. Évaluation, avancement, formation permanente et promotion interne, est régie par les mêmes règles que celles des fonctionnaires sauf dispositions contraires réservant à ces derniers des droits. Il en est de même du régime disciplinaire. Précisons cependant que la rétrogradation et la révocation entraînent le licenciement sans indemnité de l'agent non titulaire. Hors le cas de résiliation du contrat, les agents non titulaires cessent leurs fonctions pour les mêmes causes et dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. En matière de retraite, l'agent non titulaire est affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. En conclusion, on peut dire que la situation du contractuel congolais n'est pas univoque, puisqu'il est lié à la collectivité par un contrat, mais reste soumis aux exigences supérieures du service public. 3. La résorption des agents contractuels. 36. À l'origine, la catégorie des auxiliaires se distinguait nettement de celle des fonctionnaires en ce sens qu'il s'agissait d'agents recrutés pour des occupations temporaires et non organisées en cadre. Cette conception de l'auxiliariat a évolué pour une raison de politique administrative. On a dû éviter de titulariser trop d'agents, mais le besoin en personnel a conduit à organiser une catégorie qui se rapproche de celle des fonctionnaires sans avoir la même permanence, et laissant à l'administration la liberté de licencier ses agents ou au contraire de les intégrer. 37. Aujourd'hui, les emplois de contractuels étant devenus permanents, l'utilisation de ces agents a été aussi rendue permanente. Une politique de maîtrise de ce personnel devenait nécessaire et urgente. Elle sera mise en œuvre d'abord par le statut général qui précise d'une part que tous les contractuels et décisionnaires de nationalité congolaise exerçant, à la date de la promulgation du nouveau statut général, un emploi permanent, soit dans un service public de l'État ou d'une collectivité publique, soit un établissement public administratif seront, sur leur demande, titularisés dans la mesure où l'emploi qu'ils exercent peut être tenu par un fonctionnaire 16, d'autre part que agent non titulaire de nationalité congolaise, remplissant les conditions d'âge requises pour le recrutement dans un corps de la fonction publique et qui en font la demande sont titularisés automatiquement dans le corps donnant accès aux emplois qu'ils exercent après 5 ans d'activité ininterrompue dans la fonction publique. Dans tous les cas où un agent non titulaire est titularisé, il est tenu compte pour la détermination de son échelon, de l'ancienneté acquise en tant que contractuel sans distinction d'emploi antérieurement occupé. Ensuite, elle sera mise en œuvre par le gouvernement qui, après concertation avec la Confédération congolaise, CSC, a pris le décret numéro 92-336e du 7 juillet 1992 fixant les modalités de titularisation des contractuels de l'État. Ce décret organise sans complications sociales et dans le respect que méritent les services rendus, la résorption de ce personnel. Section 3. La fonction publique en chiffres. 38. En 4 décennies d'indépendance, la population congolaise est passée d'environ 780 000 habitants à près de 2 900 000 habitants. Pendant la même période, les effectifs de la fonction publique ont plus que quintuplé, passant de 12 millions d'agents à plus de 65 000 agents en 1998-17. 39. Cette augmentation s'est faite de manière régulière, environ 3 000 agents par an jusqu'en 1985, année au cours de laquelle, à la faveur du boom pétrolier, plus de 20 000 agents ont été recrutés pour la seule année 1985 à 1986. À partir de 1987 s'amorce une décrue imputable aux différents programmes d'ajustement structurel, gel des recrutements. Elle se poursuit régulièrement jusqu'à ce jour malgré le pic observé en 1991, suite à l'intégration des contractuels et décisionnaires ayant évolué dans les structures du Parti congolais du travail. 40. La grande partie de ces 65 000 agents de la fonction publique, environ 80%, est concentrée dans 5 ministères. Enseignement, 22 540 agents, soit 34,45%, Défense et sécurité 10 004 agents, soit 24,51%, Santé et affaires sociales 8 350 agents, soit 14,78%, Économie, finances et budget 3 650 agents, soit 6,60%,
agriculture et élevage 2614 agents soit 4%. 41 pour ce qui est de la structure des effectifs selon les statuts des personnels on dénombre 39 000 fonctionnaires 60% des effectifs, 9 750 agents contractuels, 15% des effectifs et 16 250 agents de la force publique, 25% des effectifs. 42 La répartition spatiale des agents civils de l'État, XE-État, sur le territoire national, très inégale, respecte le schéma de développement du pays. La majeure partie des agents se trouve à Brazzaville 33 409 agents soit 60% des effectifs, et Pointe-Noire, région du Kwilu comprise, 7 172 agents soit 12,95% des effectifs. Les villes de Brazzaville, capitale politique et Pointe-Noire, capitale économique, concentrent à elles seules près de 73% des personnels civils. Le reste des agents se répartit aussi inégalement entre les régions du Nyari, 3 371 agents, de la Lékoumou, 1161 agents, de la Bouenza, 2094 agents, du Poul, 2743 agents, des Plateaux, 1462 agents de la Cuvette, 2465 agents de la Sangha, 696 agents et de la Likwala, 775 agents. Tableau numéro 1, répartition spatiale des agents. 43. La fonction publique est dominée par les agents de 30 à 39 ans, 53%, et de 40 à 49 ans, 38%. Ces deux tranches d'âge regroupent à elles seules 91% des effectifs soit 50 465 agents. Les agents de moins de 30 ans ne représentent que 2% des effectifs. Tableau numéro 2. Classification des agents par tranche d'âge. 44. La pyramide des qualifications des agents civils de la fonction publique est à la fois renversée. 74% d'agents d'encadrement contre 26% d'agents d'exécution et rétrécie à la base. 45. Les femmes qui constituent plus de la moitié de la population congolaise ne sont que 19 134 dans la fonction publique, soit 35% des effectifs. Elles sont 13 769 à Brazzaville, 71,96%, et 2830 à Pointe-Noire, 14,79%. Elles sont majoritaires dans le secteur de la santé et des affaires sociales, 61,96%, au niveau du service civil de l'armée, 55,80%, et dans le secteur de l'éducation, 28%. 46. Très peu de femmes acceptent de servir hors des grands centres urbains. Ainsi on en compte 778 dans la région du Nyari, 154 dans la région de la Lékoumou, 344 dans la région de la Bouenza, 435 dans la région du Poul, 120 dans la région des Plateaux, 324 dans la région de la Cuvette, 95 dans la région de la Sangha et 75 dans la région de la Likwala. 47. Au plan de la qualification 489 agents sont sans diplôme, 2113 ont le certificat d'études primaires élémentaires, 7228 ont le BEPC, 2940 ont le bac plus 1 an, 1192 ont la bac plus 2 à 3 ans, 800 ont le bac plus 4 ans et plus 18. 48. Une étude sur les emplois dans la fonction publique réalisée en 1990 par le secrétariat ad hoc auprès du Premier ministre avait abouti au constat suivant. Structure fortement déséquilibrée caractérisée par un encadrement important, 73% des effectifs, concentrés dans les administrations centrales qui représentent en moyenne 22% des effectifs avec une hypertrophie dans certains ministères, entre 40 et 60% des agents sont des cadres, et qui est accompagné d'une insuffisance du personnel qualifié intermédiaire, 20% seulement d'agents de catégorie B ou équivalent. Manque de technicité dans tous les secteurs et à tous les niveaux. 18% des agents, soit environ 10 000 personnes, sont sans formation ou ont uniquement un niveau primaire. Le nombre des agents sans spécialisation est excessif. Dans certains départements, ils représentent la majorité des effectifs. Faiblesse des moyens de l'action de l'administration, ce qui accroît les effets négatifs des sureffectifs. Avec 3,6 agents pour 100 habitants, 70 000 agents civils et militaires pour une population d'environ 1,9 million d'habitants, le Congo se trouve être le pays africain qui a la fonction publique la plus importante. En effet, si l'on appliquait au Congo les ratios de certains pays africains subsahariens, on obtiendrait les effectifs suivants. Ratio du Cameroun,
1,3 agents pour 100 habitants, 25 500 agents. Ratio du Togo, 1,6 agents pour 100 habitants, 31 500 agents. Ratio du Kenya, 2,3 agents pour 100 habitants, 49 000 agents 19. Certes, de telles comparaisons n'ont qu'une portée limitée et doivent être analysées en tenant compte des spécificités de chaque pays. Elles ont cependant le mérite de mettre en évidence non seulement l'importance relative de la fonction publique congolaise mais encore et surtout la nécessité de la mise en place des techniques modernes de traitement de données et de gestion, le but visé étant d'améliorer la rigueur dans la gestion budgétaire des emplois et l'élimination des fraudes par la prise en compte quasi immédiate des droits des agents. 49. La croissance des effectifs telle que relevée ci-dessus a des conséquences certaines au plan macroéconomique, compte tenu du poids très important ces dépenses du personnel dans le budget du fonctionnement de l'État. Celles-ci sont passées de 6 milliards en 1965 à environ 79 milliards en 1988, près de 85 milliards y compris des dépenses courantes hors service de la dette. Elles représentent aujourd'hui entre 50 et 60% du budget de fonctionnement. Tableau numéro 6. Tableau comparatif des cadres des catégories A et A2. Actuellement catégorie 1 échelle I et 2, entre hommes et femmes. Chapitre 2. Les sources du droit de la fonction publique. 50. Le droit de la fonction publique congolaise est l'un des éléments de l'héritage colonial. Il est essentiellement un droit autoritaire de l'État fait des diverses règles du triptyque loi, règlement, jurisprudence. Ce droit coexiste avec un droit contractuel et est influencé par le système soviétique de gestion de l'État, conséquence de plus d'un quart de siècle de nomadisme idéologique. L'étude du droit de la fonction publique intéressera d'abord le domaine de la loi, puis le domaine du règlement, ensuite le domaine de l'interprétation, enfin les autres sources du droit. Section 1. Domaine de la loi en matière de fonction publique. 51. Le domaine de la loi en matière de fonction publique découle de la Constitution qui précise la compétence d'attribution du pouvoir législatif. Sont du domaine de la loi le statut général de la fonction publique, le statut de la magistrature et l'organisation de la défense nationale. 20. Paragraphe 1. La loi numéro 02189 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général. 52. Le statut général est le corps de règles qui organise la fonction publique. La signification du statut est double à la fois concrète et symbolique. Le statut symbolise l'autonomie du droit de la fonction publique par rapport au droit commun du travail en même temps qu'il en est le symbole. D'un côté, il reflète l'aspect autoritaire et hiérarchique du régime de la fonction publique. Le statut, d'essence unilatérale, s'oppose au contrat librement négocié et imprime sa marque à l'ensemble de la condition du fonctionnaire placé dans une situation légale et réglementaire. Symétriquement, le statut reflète l'aspect protecteur du régime de la fonction publique en établissant des règles générales et impersonnelles applicables à l'ensemble des fonctionnaires, et auxquelles il est interdit de déroger par des mesures particulières. Ainsi, le statut élimine l'arbitraire et garantit l'égalité de tous les agents. La fonction publique congolaise est régie aujourd'hui par la loi numéro 02189 du 14/11/1989 portant refonte du statut général de la fonction publique. Cette loi est l'aboutissement d'un long processus dont les origines remontent à la période coloniale. Son examen nécessite donc un survol des statuts généraux antérieurs. I des précédents. 53. La loi Lamine-Gueye du 30 juin 1950-21. L'État colonial français avait organisé dans ses colonies d'Afrique occidentale, d'Afrique équatoriale et de Madagascar une fonction publique caractérisée par l'hétérogénéité de ses cadres. La loi Lamine-Gueye, qui en est l'une des manifestations juridiques, distingue en effet dans les personnels de l'administration coloniale 3 catégories de cadres selon les normes de recrutement et les zones d'affectation. Les cadres généraux qui regroupent les emplois les plus élevés, exigeant des diplômes d'un haut niveau, la licence ou tout autre diplôme d'enseignement supérieur équivalent, ces fonctionnaires pouvaient être affectés dans l'un des territoires quelconques d'outre-mer. En général, leur formation professionnelle était organisée dans la métropole. Ces cadres succèdent aux agents civils organisés par décret du 28 mai 1939-22.
Les cadres supérieurs concernent les emplois de moindre importance dont les titulaires appelés eux aussi à servir dans les territoires d'outre-mer devaient être titulaires du brevet élémentaire, BE, ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire équivalent. Ils sont constitués majoritairement des cadres métropolitains, détachés dans les services locaux des territoires. Les cadres locaux qui correspondent aux emplois subalternes. Leurs titulaires doivent posséder le certificat d'études primaires ou un diplôme d'enseignement technique équivalent. Ils ne pouvaient servir que dans leur territoire d'origine. Le caractère discriminatoire de la fonction publique coloniale transparaît aussi dans les éléments de rémunération. Le traitement de base assis sur celui de la métropole était assorti d'un complément dont le taux variait en fonction du cadre. 4 dixièmes pour les cadres généraux, 2 dixièmes pour les cadres supérieurs et 1 dixième pour les cadres locaux. Dans sa mise en œuvre, la loi Lamine-Gueye connaît des adaptations tenant aux spécificités du territoire et ou de la Fédération des territoires. Au Moyen-Congo, la trilogie retenue est la suivante 23. 1 degré les cadres généraux de l'AEF comprenant hiérarchie supérieure du corps commun de l'AEF. Hiérarchies inférieures des cadres supérieurs de l'AEF. 2 degrés, les cadres locaux du gouvernement général regroupant hiérarchie supérieure des cadres locaux du gouvernement général. Hiérarchie subalterne des cadres locaux du gouvernement général. 3 degrés les cadres locaux du Moyen-Congo subdivisés en hiérarchie supérieure des cadres locaux de Moyen-Congo. Hiérarchie subalterne des cadres locaux du Moyen-Congo 24. Cette classification des fonctionnaires sera reprise quoique simplifiée par la délibération 42-57e du 14-08-1957 portant statut général des fonctionnaires des cadres du Moyen-Congo. 54. La délibération numéro 42-57e du 14 août 1957. Cette délibération est loin de constituer une avancée significative par rapport à la loi Lamine-Gueye au regard d'une part, des conditions générales fixées par les articles 41 et 47, d'autre part, du décret numéro 59-23e du 30 janvier 1959 fixant les conditions d'intégration des fonctionnaires territoriaux de la République du Congo. L'article 41 précise les critères de nomination à un emploi des cadres du territoire. Être citoyen français ou jouir des droits de citoyen français depuis au moins 5 ans, jouir de ses droits civiques, se trouver en position régulière à l'égard des lois sur le recrutement de l'armée, remplir les conditions d'aptitude physique et être reconnu indemne de toute affection incompatible avec l'exercice des fonctions publiques territoriales, ou être reconnu définitivement guéri. L'article 47 dispose : les conditions de recrutement direct dans les différentes catégories de cadres seront les suivantes. Les cadres de la catégorie A, correspondant au recrutement par voie des grandes écoles. Les cadres de la catégorie B au recrutement par concours parmi les candidats titulaires d'une licence. Les cadres de la catégorie C au recrutement par concours, parmi les candidats titulaires du baccalauréat complet. Les cadres de la catégorie D au recrutement par voie de concours, parmi les candidats titulaires du BET ou du BEPC, ou sans concours parmi les candidats titulaires de la première partie du baccalauréat. Les cadres de la catégorie E au recrutement par voie de concours, parmi les candidats titulaires du CEPE, ou sans concours parmi les titulaires du BEPC. L'article 1er du décret 59-23e dispose « Les fonctionnaires appartenant aux hiérarchies subalternes des cadres du Moyen-Congo. Hiérarchie supérieure des cadres locaux du Moyen-Congo. Hiérarchie subalterne des cadres locaux du gouvernement général. Hiérarchie supérieure des cadres locaux du gouvernement général. Hiérarchies inférieures des cadres supérieurs de l'AEF. Hiérarchie supérieure du corps commun de l'AEF, en voie d'extinction. Sont versés pour compter du 1er janvier 1958 dans les cadres territoriaux de la République du Congo, classés dans les cadres B, C, D et E. Cette catégorisation des fonctionnaires se constituant à une époque où le licencié est un animal rare, le bachelier appartenant à une minorité qui a vite fait de s'ériger en élite, 25. L'indigène sera à quelques exceptions près cantonné aux emplois qu'il occupait sous la loi Lamine-Gueye. En définitive,
La délibération n'aura donc apporté que des changements très modestes dans l'évolution de l'administration congolaise. Le caractère discriminatoire de la fonction publique sera maintenu, puisque ce texte ne s'appliquera qu'aux cadres locaux du Moyen-Congo. Son champ d'application ne sera étendu aux cadres européens qu'après l'indépendance. 55. La loi numéro 1562 du 3 février 1962. La loi 1562 du 3 1962 portant statut général des fonctionnaires de la République du Congo ne sera que la véritable copie du statut français. Pouvait-il en être autrement ? Puisqu'à une conférence de l'Union africaine et malgache UAM, réunie en novembre 1961, il avait été arrêté que tous les États membres adoptent les mêmes niveaux de qualification et classent les cadres de leur fonction publique en catégories A, B, C, D. Globalement, la loi numéro 1562, comme la délibération, installe fermement la fonction publique congolaise dans le système de gestion de carrière. 2. Nécessité d'un nouveau statut général. 56. 25 ans après sa promulgation, la loi numéro 1562 du 3 février 1962 n'était plus que l'ombre d'elle-même, ses dispositions fondamentales ayant fortement entamé sans être pour autant abrogées. Plusieurs raisons d'ordre politique, structurel, économique et social sont à l'origine de cette remise en cause. 57. Au plan politique, il s'agit d'intégrer dans le statut général toutes les évolutions et convulsions politiques qui ont marqué la société congolaise depuis l'indépendance. La logique des divers systèmes politiques qui se sont succédés, régime présidentiel s'appuyant sur un parti unique, régime militaire consécutif à des coups d'État, démocratie populaire, exigeait une mainmise autoritaire et sans complaisance du parti unique sur l'État et une puissance absolue de l'exécutif sur l'administration. Le mouvement de transformation de l'État néocolonial en État de type socialiste, sous le Mouvement national de la Révolution, MNR, puis de type communiste, sous le Parti congolais du travail Parti-État, ne pouvait épargner la fonction publique et singulièrement le statut des fonctionnaires. Dès 1966, le comité central du MNR posait le principe de la reconversion totale des structures, des méthodes et des esprits dans l'administration, car l'action populaire ne peut s'appuyer que sur un appareil d'État adéquat et authentiquement révolutionnaire en contact permanent avec le peuple pour mieux répondre à ses aspirations. 26. Cela se traduira concrètement par la politisation de la fonction publique. La fonction publique, précise la charte du MNR, étant le prolongement du gouvernement et la continuité de l'État, les éléments qui la composent doivent être d'abord des militants convaincus, consciencieux et pourvus d'une certaine technicité, d'un sens de discrétion et de discipline très élevé. Ces critères sont primordiaux pour occuper un poste de responsabilité au sein de l'appareil de l'État. La formation idéologique des fonctionnaires doit être un impératif pour le parti pour mieux apprécier les manquements ou la gravité des fautes qui peuvent leur être reprochées. 27. Le Parti congolais du travail non seulement ne s'est pas départi du principe mais encore il en a explicité le contenu. Le cadre congolais doit être rouge et expert. Cette évolution s'explique par la vocation socialiste du pays, et par l'idéologie marxiste-léniniste qui installe le fonctionnaire sous la dépendance stricte et totale du pouvoir politique, incarné par le parti. Pour les gouvernants, cette inféodation est justifiée par le fait que le page CT étant au service exclusif du peuple comme l'indique sa devise, « Tout pour le peuple, rien que pour le peuple », comment le fonctionnaire, investi de missions d'intérêt général et participant à la puissance publique incarnée par le parti, ne serait pas au service exclusif de celui-ci ? Le militantisme devenait dès lors le critère dominant d'accès à la fonction publique, et l'attestation de militantisme qui en est la matérialisation, la pièce obligatoire dans tout dossier de candidature à un concours administratif. 28. L'article 14 du statut général sur la neutralité du fonctionnaire était ainsi vidé de tout son contenu. On relèvera que le décret... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.